L'embuscade contre le député Abdraman Niang s'est produite dans la région de Mopti, au centre du pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Kenya, le leader de l'opposition Raila Odinga a promis hier mardi de ne pas en rester là avec l'élection du 26 octobre qu'il qualifie de parodie et qui a débouché sur la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta avec 98% des voix. L'opposant a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse au cours de laquelle il a réaffirmé son intention d'organiser une campagne de résistance nationale avec toutes les formes légitimes de protestation. Les images. Le leader de l'opposition kenyane, Raila Odinga, a promis mardi de ne pas en rester là après ce qu'il qualifie de parodie d'élection du 26 octobre qu'il a boycotté. L'opposant a affirmé vouloir poursuivre le combat pour obtenir une élection libre et transparente dans le pays. Cet appel à la résistance pacifique et à de nouvelles manifestations intervient au lendemain de la proclamation de la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta sur le score soviétique de 98,2% des voix au terme d'un scrutin marqué par une participation historiquement faible. On répète qu'on ne peut pas en rester là avec cette élection. Si on le permettait, ce serait une farce intégrale. Cela détruirait complètement la confiance du peuple dans le vote comme moyen d'élire le gouvernement au Kenya. Le mouvement de la résistance est chargé de mettre en œuvre un vigoureux programme d'action politique positive qui comprend le boycott économique, des manifestations pacifiques, des piquets de grève et d'autres formes légitimes de protestation. S'il n'y a pas de justice pour le peuple, il n'y aura pas de paix pour le gouvernement. Raila Odinga n'a pas précisé s'il va saisir la Cour suprême, comme il l'avait fait avec succès pour le scrutin du 8 août, obtenant l'invalidation de la réélection du président Kenyatta. La loi prévoit un délai de 7 jours à compter de la proclamation du résultat, soit jusqu'au lundi 6 novembre prochain, pour déposer un recours devant la Cour suprême qui dispose de 14 jours pour statuer. Au Mali, 6 personnes ont été tuées mardi dans une embuscade visant le convoi d'un député malien dans le centre du pays. L'embuscade contre le député Abdraman Niang, qui préside aussi la Haute Cour de justice du Mali, s'est produite dans la région de Mopti, située dans le centre du pays. Le député est sain et sauf, ainsi que son épouse et ses 2 gardes du corps, mais son chauffeur civil a été tué par les djihadistes. 5 militaires d'une escorte qui allaient porter assistance aux députés ont été également tués lorsque leur véhicule a sauté sur une mine. Toujours en bref, mais cette fois-ci en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara et l'ancien président Henri Konan Bédié ont réitéré leur volonté d'aboutir à un parti unifié à partir de leur coalition Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, RHDP. C'était lors d'une rencontre qu'ils ont tenue hier mardi en fin de soirée au domicile de l'ancien chef d'État. Cette rencontre entre Ouattara et Bédié vient afficher la volonté des 2 hommes de passer à la vitesse supérieure pour une fusion de leurs partis, le RDR et le PDCI, au sein d'une même entité politique. À l'issue de cette rencontre, le président Alassane Ouattara s'est adressé à la presse. On l'écoute. Nous avons réitéré notre volonté de mettre en place le RHDP, le parti unifié. Et pour ce faire, nous avons décidé, Président, de mettre sur pied un comité de haut niveau qui travaillera à cette tâche en ce qui concerne bien sûr un manifeste pour le parti unifié. Nous proposerons également les statuts, le règlement intérieur ainsi que les étapes que nous devons franchir pour y arriver, c'est-à-dire un calendrier. Alors cela nous paraît important. La Côte d'Ivoire est en paix, il faut qu'elle demeure en paix. Il faut que l'évolution future permette à ce pays de renforcer non seulement la paix, mais les progrès qui sont réalisés par le gouvernement et par les Ivoiriens dans le travail qui est le nôtre.
Au Burkina Faso, les juges d'instruction en charge du dossier des crimes commis lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et des événements du 1er et 2 novembre 2014 veulent entendre Isaac Zida. Ils envisagent de se rendre au Canada où l'ancien Premier ministre s'est réfugié depuis la fin de la transition. Reportage. Dossier des crimes commis lors de l'insurrection populaire de 2014 et des événements du 1er et 2 novembre au Burkina Faso. La justice burkinabé veut entendre l'ancien chef de corps du régiment de sécurité présidentielle, réfugié au Canada depuis la fin de la transition. Et dans ce cadre, les juges d'instruction en charge de l'affaire envisagent d'aller au Canada. Selon la procureure du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Isaac Zida était le commandant des troupes postées pour le maintien de l'ordre les 30 et 31 octobre 2014. D'où la demande de son audition auprès des autorités canadiennes. 17 personnes, majoritairement membres de l'ancienne garde présidentielle, ont déjà été inculpées dans le même dossier. La plupart des inculpations étaient faites sur la base d'un rapport d'une commission d'enquête indépendante. Pour mémoire, l'insurrection qui a provoqué la chute du pouvoir de l'ex-président Blaise Compaoré au Burkina Faso a fait 30 morts et 600 personnes blessées. Au Togo, c'est à Tchévié, une ville située à 35 km environ au nord de Lomé, la capitale, que les responsables du parti au pouvoir, Union pour la République UNIR, se sont réunis pendant 2 jours pour leur premier congrès statutaire. Le président Faure Gnassingbé a été reconduit à la tête de la formation politique pour les années à venir. Ce congrès, il faut le préciser, s'est tenu dans un contexte de crise que traverse le pays. Ferdinand Gadé pour le reportage. À 35 km vers le nord de la capitale Lomé et pendant 2 jours s'est tenu le premier congrès statutaire de l'Union pour la République UNIR, le parti au pouvoir au Togo. Je voudrais avant tout propos et en votre nom à tous rendre grâce à Dieu Tout-Puissant d'avoir fait de ce projet une réalité, celle de nous retrouver pour échanger sur l'avenir de notre grand parti et partant de l'avenir de la nation togolaise. Les militants et sympathisants de ce parti ont accueilli samedi dernier à Tchévié Faure Gnassingbé à l'ouverture des travaux de ce congrès. Et sans surprise, Faure Gnassingbé est reconduit à la tête du parti Union pour la République UNIR dimanche dernier. C'était une occasion pour le président de la République togolaise de se prononcer pour la première fois sur la crise socio-politique qui secoue son pays depuis le 19 août dernier. Le peuple nous a confié la présidence, le peuple nous a donné une majorité à l'Assemblée nationale. Au moment où nous allons engager les travaux, je vous invite à faire preuve de responsabilité, de sérieux, parce que une bonne partie des solutions se trouvent dans notre parti. Toutes les solutions ne sont pas faciles, mais je suis sûr qu'avec la grâce de Dieu, avec vos intelligences, avec la patrie que nous portons, avec ce que notre parti, le message qu'il a, le premier message, unir. On n'unit pas ce qui est pareil. Quand on unit, c'est qu'on accepte les différences. Et c'était même à l'origine de la création de notre parti. Je vous invite donc à oublier ces vieilles querelles, anciens, nouveaux, tant, non. Nous sommes aujourd'hui tous militants du parti UNIR et nous voulons le bien du Togo. Rappelons que le parti Union pour la République est créé en avril 2012.
En Tunisie, la deuxième audience du procès de l'attentat au musée du Bardo s'est ouverte mardi à Tunis. Pour rappel, l'attentat qui est survenu en 2015 avait fait 22 morts, dont 21 touristes occidentaux. Voici les détails. C'est la deuxième audience du procès de l'attentat du musée de Bardo. Elle s'est ouverte dans la matinée de mardi à Tunis. 18 accusés étaient présents au tribunal. 26 personnes, dont 22 sont en détention et 4 autres toujours en liberté sont poursuivies dans cette affaire. Un certain nombre de personnes aujourd'hui n'ont pas été arrêtées et donc on va juger une partie des accusés. Après, on sait que les 2 auteurs principaux sont décédés, on sait qu'un troisième est en fuite. Pour le reste, eh bien, c'est au procès à nous dire qui a fait quoi. Ce qu'on demande à la justice tunisienne, qui, à mon sens, est tout à fait prête à le comprendre et à l'entendre, c'est d'intégrer les victimes à leur place dans ce procès. Et leur place, c'est la place du devant. Hein. Ce sont ces gens-là qui sont tombés sous les balles des kalachnikovs des agresseurs. Ce sont ces gens-là qui ont été pris en otage, qui ont eu la terreur de leur vie et qui ne se sont pas remis aujourd'hui de ce qui leur est arrivé. Les accusés sont jugés en vertu de la loi antiterroriste adoptée à l'été 2015, année au cours de laquelle ils ont commis leurs crimes. Ils sont donc passibles de la peine capitale, une sentence qui fait l'objet d'un moratoire depuis 1991 en Tunisie. Pour la petite histoire, le 18 mars 2015, 2 assaillants avaient ouvert le feu au musée de Bardo, tuant 21 touristes, dont 4 Français et un policier tunisien. 6 autres Français avaient été blessés dans cette attaque revendiquée par le groupe État islamique. En Centrafrique, les acteurs des BTP s'organisent en créant une fédération dénommée FAS BTP. Les autorités du pays trouvent à travers cette association un partenaire pour la reconstruction d'un pays déchiré par des années de conflits. Hubert-Marie Djamani. On dit généralement que si le bâtiment va, tout va. Les entrepreneurs des BTP ont pris conscience de cette réalité et veulent profiter des retombées du secteur. En effet, à l'heure où les autorités annoncent de gros investissements pour reconstruire les édifices et autres bâtiments détruits en 2013 et 2014, les opérateurs économiques mettent en place une structure pour fédérer leurs actions. Mon premier objectif, c'est d'abord s'employer à soigner l'image de l'entrepreneur centrafricain. Déjà ça, pour que nous puissions retrouver de la crédibilité, d'abord vis-à-vis de nos autorités, des partenaires techniques et financiers et de l'opinion publique. Ça, c'est le premier schéma de bataille. L'autre, c'est de pouvoir dire au pouvoir public de nous soutenir. Pendant la crise qui a ébranlé le pays, des écoles, des formations sanitaires et de nombreuses maisons d'habitation ont été détruites. Certaines doivent être réhabilitées, d'autres reconstruites à Bangui et dans l'arrière-pays. Un vaste chantier, un créneau porteur lorsque la paix et la sécurité seront revenus. Il est certes vrai que ce secteur a fait face à beaucoup de reproches dans le passé. L'organisation de votre secteur va permettre de mieux renforcer vos capacités et créer les meilleures conditions pour vous permettre d'être compétitifs dans vos domaines. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, dit l'adage. Après les pillages et les destructions, la création d'une fédération des entrepreneurs des BTP va concrètement faire entrer la Centrafrique dans l'ère de la reconstruction. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.